On passe l'heure en compagnie de Marois Risky, fiscaliste, juriste et aussi politicienne, députée du Parti libéral du Québec. Un mot, une question pour elle. Écrivez-nous dans la messagerie 98985. Je vais vous lire tout au long de notre discussion, notre entretien. Bonjour Marois. Allô Marie-Ève. Bon, là, ce matin, on n'a pas le choix de commencer notre discussion à propos de la soirée d'hier, cette grande soirée télé, c'est-à-dire le débat des chefs. Je pensais que tu allais dire le Canadien, Marie-Ève, parce que moi, mon mari était vraiment hier chez nous. Les enfants étaient bien en Canadien. Je pense qu'il a pris tous les seins des seins. Puis la télévision était avec le hockey. Puis il fallait pas parler. Puis évidemment, quand il criait, là, je comprenais qu'il y avait vraiment un but qui était scoré. Mais oui, on peut parler des débats. Oui, il n'y a pas de problème. L'as-tu suivi, le débat? Honnêtement, oui et non. J'ai commencé, puis à un moment donné, j'ai décroché parce qu'il manquait quelque chose. Moi, les cadres financiers, tu peux me dire tout ce que tu veux, mais si j'ai pas un cadre financier, je t'écoute plus. On va écouter, on va se faire plaisir, un montage que Vincent Simard a préparé à la mise en onde. Il a fait un montage incroyable. Puis là, j'étais comme, faut pas bouder notre plaisir. On va vous faire réentendre. C'est un mélange du débat et de la soirée du hockey. C'est parti. Voilà, mesdames, messieurs, le match de l'année. Le Canadien joue sa saison ce soir. Vous revendiquez d'une expertise en négociation, permettez-moi de dire peut-être en paradis fiscaux. Il remet à la pointe gauche, Goulet est descendu, cercle, il lance, et goal! Vous êtes juste comme Justin Trudeau, vous êtes exactement la même politique et la même approche. En faveur du Canadien! Vous n'avez pas aligné ces chiffres-là dans un C'est des budgets à la Harry document. Potter, ça. Le Canadien remporte le match! Monsieur Singh, Monsieur Singh, de long terme comme t'es. Monsieur Singh 3, coupe le micro. Il est bon, Patrice Roy. Ah, Coupe le ok, micro. bon, vraiment. Mais c'est ça, toi, tu t'es pas vraiment amusé en regardant ce débat-là hier, c'est ça? Mais T'as c'est trouvé qu'il ça- manque quelque chose qui est quand même assez important, c'est le cadre financier. Tout politicien peut vous permettre là, n'importe quoi, mais à un moment donné, il faut que tu sois capable de lire, puis aligner les chiffres dans la colonne à droite puis la colonne de gauche, puis il faut que les revenus puis les dépenses, à un moment donné, ça balance. Puis la question qu'on se posait, on en a parlé dans la première heure de l'émission, c'est est-ce que c'est un exercice qui est encore utile aujourd'hui de la manière dont c'est fait dans le format? Toi, t'en penses quoi comme justement politicienne quand tu vois ça, là? Ben, je pense qu'hier, la vraie question, c'était est-ce que c'est encore pertinent d'avoir cette fameuse commission des débats, alors qu'avant, c'était les diffuseurs qui géraient, Oui. puis ça allait bien. Là, je pense qu'il y a eu comme hier un consensus, en tout cas pour le Québec, que cette commission-là n'avait plus sa place, en fait. Puis ça coûte quand même 2 millions de dollars par année. Ça voyage. Puis à quelques heures de débat, bien, finalement, on apprend que le Parti vert n'est plus dans le débat. Mais dès le départ, tout le monde se demandait pourquoi que le Parti vert est là. Alors que 2 conditions sur 3 qui sont sine qua non, donc ça te prend ces 2 conditions sur 3 pour être à la table, n'étaient pas rencontrés. Donc, dès le départ, ils auraient dû dire non, tout simplement. Alors, moi, je te dirais que moi, j'aime encore les débats, mais peut-être qu'il devrait y avoir une autre condition, c'est vos cadres financiers doivent être sortis avant le débat. Surtout qu'on s'en va, là, dès vendredi, il va y avoir le vote par anticipation. Donc, il y a des gens qui vont voter sans savoir dans quoi qu'on s'engage financièrement. Puis c'est drôle parce que j'y pensais ce matin, puis notre collègue Jonathan Trudeau, qui est chroniqueur politique, le mentionnait aussi. On parle beaucoup, beaucoup plus de la forme que du contenu, mais le seul élément contenu qui ressort, c'est l'absence de ce cadre financier qui a été mis en valeur par l'animateur Patrice Roy. Oui. C'est quand même fou quand on y pense. Bien, puis surtout, écoute, l'aliment des astres, puis c'est un très mauvais aliment des astres, tu vas me dire avec raison. Bien, hier, on apprend que le Québec subit une décote. Moi, la dernière fois qu'il y a eu une décote... Décote de crédit. Oui, mais moi, quand c'est arrivé, c'était en 93, j'avais 8 ans, Marie-Ève. Alors, c'est quelque chose d'assez rare, mais c'est pour ça que c'est important, justement, un cadre financier, parce qu'il y a un effet domino de savoir c'est quoi une décote. Bien, ça veut dire qu'on va payer plus cher d'intérêt sur notre dette, mais la dette déjà du Québec est assez élevée, mais la dette du Canada est vraiment élevée. Alors, on ne sait pas là, c'est quoi les impacts des cadres financiers encore, mais clairement, en ce moment, les agences regardent non seulement le Québec, mais font l'exercice pour l'ensemble des provinces, mais font aussi l'exercice pour le Canada. Alors là-dessus, on a vu que le poids financier du gouvernement fédéral a augmenté de façon substantielle, mais puis les services n'ont pas trop suivi tant qu'à moi, là. Mais bon, alors ça, il ne faut pas me partir là-dessus. Mais je te dirais que je trouve que c'est un petit peu insultant à l'intelligence des Québécois puis des Canadiens de ne pas avoir ce cadre financier. C'est comme si on nous disait « Ah, écoutez, pas le budget, là, ça vous intéresse pas. Nous, on va vous dire c'est quoi un bon budget. » Non, ça nous intéresse, surtout qu'on est en pleine période d'impôts. Moi, je veux savoir, mon argent que j'envoie à Ottawa, ça s'en va où exactement? Est-ce que oui ou non, ça va balancer? Est-ce que oui ou non, je vais en avoir pour mon argent? Mais Marois, penses-tu qu'on a une part de responsabilité comme citoyen envers les partis politiques en ce sens-là? C'est-à-dire de l'exiger qu'on le veut, le cadre
cadre financier, de parler plus fort, de s'indigner de ça. Oui. Parce que j'ai l'impression qu'on s'en plaint plus ou moins. C'est très, très important. Tu viens de le souligner. Oui, ils auraient dû le faire, mais il n'y a personne qui s'en formalise vraiment qu'ils ne le fassent pas, à l'exception de nous qui en parlons. Penses-tu qu'on devrait parler plus fort, comme citoyen? Là? Je ne parle pas nécessairement d'un point de vue médiatique. Oui, mais moi, je suis beaucoup plus indulgente envers le citoyen, puis je t'explique pourquoi, Marie-Ève. La réalité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une fatigue collective qui a commencé, oui, avec la pandémie, mais après ça, le coût de la vie, l'inflation. Puis c'est tellement, honnêtement, c'est difficile en ce moment pour les familles d'arriver de semaine en semaine. Puis les gens ne réalisent pas, mais au Québec, là, c'est 3 familles sur 4 qui vivent de paye en paye, puis qui ont à peine une semaine là, de réserve. C'est grave, là, comme situation. Hier, il y a quelque chose qu'on n'a pas parlé, puis c'est José Legault qui l'a mis en lumière dans son article. Hier, c'était le dénombrement des itinérants. C'est fou, hein? Personne qui en parle. Mais c'est pas normal que dans la pyramide de Maslow, là, que la base, c'est se nourrir et se loger. Puis c'est la première fois que, en tout cas, ma génération, je le vois comment c'est difficile. Ma mère me racontait, là, de l'autre, puis ma mère n'est pas dans un bon quartier. Il y a un monsieur qui dort dans son char. Ça n'a pas de bon sens. C'est terrible. Puis quand on me dit on va construire 200 000 logements, ils sortent toujours des chiffres. À la place, sortez-moi là, ce qui a vraiment été livré. Dites-moi ce qui a été livré, puis à partir de là, on va faire une projection. Mais quand il n'y a pas grand-chose qui a été livré, mais qu'on me fait des grosses promesses, alors oui, la capacité de s'indigner, c'est aussi avec le temps que tu as. Mais quand tu essaies de survivre, pas de vivre, là, mais de survivre, peut-être que ta capacité de t'indigner est rendue là très, très basse. Et de là, l'importance de bien réfléchir, de bien s'informer pour faire le bon choix quand vient le moment de voter. Alors, Marois, je ne pouvais pas passer à côté d'aller chercher ton avis. Mais bon, ça fait un petit bout qu'on a envie de te recevoir à l'émission, de passer l'heure avec toi. Et là, Marie-Pierre, à la recherche, t'a contacté la semaine passée pour confirmer que tu étais bel et bien là aujourd'hui. Puis, semblerait-il que tu l'as dit, Marie-Pierre, j'ai tellement hâte de sortir de chez nous. Comment ça, Marois? Ben, clairement, moi, je suis pas vraiment faite pour être la personne qui reste chez elle tout le temps. Là. Ben, c'est sûr que quand tu es en congé, en tout cas, moi, c'est pas un vrai congé que j'ai parce que je travaille à mon bureau de comté. Maternité, parce que tu as accouché l'été dernier d'un bébé, un deuxième. Un deuxième bébé. Puis, c'est sûr que je suis très souvent avec mon bébé. Bon, c'est ce que les conversations avec un bébé, c'est sûr que c'est pas les mêmes types de conversations que j'ai avec des adultes. Alors, donné, t'apprécies d'avoir des vraies conversations d'adultes. Alors, je te remercie. Parce que là, c'est ça, tu l'as dit, tu as encore des activités, mais tu es surtout encore en arrêt maternité. Exactement. En ce moment. Oui. J'ai décidé de prendre cette session-ci, vraiment, de ne pas aller à Québec, de juste m'occuper de mon comté. Je m'occupe aussi, je suis la présidente de la commission de l'administration publique, mais je le fais en virtuel, donc la CAP, donc ça, je m'en occupe à distance pour Québec, donc j'ai plus besoin d'aller à Québec nécessairement. Donc cette session-ci, j'ai décidé, ces 3 mois-là, je vais rester. Je ne ferai pas l'erreur que j'ai faite avec mon premier bébé, c'est-à-dire de trimballer mon enfant à Québec. Écoute, c'était fou. Là. Pourquoi une erreur? C'était trop? C'était beaucoup trop et c'était pas non plus bon pour mon propre enfant parce qu'il arrivait à la halte garderie puis c'était le seul enfant. Alors, l'objectif d'une garderie, c'est de socialiser avec d'autres enfants, mais le mien, il était super chanceux. Il y avait 2 éducatrices. Son ratio, c'était du 2 pour 1, là, ce qui était excellent, mais il n'y a pas d'autres enfants. Alors, je me suis dit, pour le bien de mon enfant, que moi aussi, je connecte davantage avec mon bébé, ne pas toujours être à la course dans la poussette, puis commencer une commission. Là, je me rappellerai toujours, là, il y avait une scène qui est arrivée. Tout le monde entend mon bébé faire un numéro 2, mais le micro s'en vient à moi. C'est moi qui dois parler, puis j'ai un 20 minutes d'échange. Alors, heureusement, mon collègue a dit, regarde, Marois, vas-y, je vais prendre le pôle. Puis je suis allée à la salle de bain rapidement, puis je suis revenue pour mon 20 minutes. Puis c'est Valérie, une députée caquiste, qui est venue m'aider pour prendre le bébé pour que je puisse faire mon échange. Mais tout ça, là, c'était hallucinant de faire tout ça en même temps. Je voulais rien échapper, mais la vérité, j'étais constamment, Marie-Ève, à la course, tout le temps. Épuisant. Est-ce que ça a contribué à la décision que tu as prise, justement, de laisser de côté la politique parce que tu ne te présenteras pas aux prochaines élections? Tu l'as annoncé en octobre dernier. Absolument. Ça a eu tout un effet, d'ailleurs, parce qu'on a senti à quel point les citoyens, les Québécois t'aimaient, là, mais t'aiment vraiment beaucoup. Puis je pense que peu importe les allégeances politiques, là, est-ce que cette expérience-là que tu décris a contribué à la décision que tu as prise de quitter la politique? Oui, mais où est-ce que c'est devenu très clair pour moi?
Il y a eu 2 moments. Je te dirais, pour mon deuxième bébé, ma deuxième grossesse, j'avais des jumeaux initialement, j'en ai perdu un, mais j'ai même pas eu le temps de réaliser un. En fait. Après 12 semaines, tu avais 2 battements de cœur, puis finalement, tu en as juste un. Alors, tu n'as même pas le temps de faire un micro-deuil, là. Pas du tout. Là. La vie continue, puis moi, j'ai les crédits qui arrivaient, il fallait que je continue à travailler. Puis après ça, mon médecin me dit, Marois, il faut que tu arrêtes parce que pour ne pas perdre ton deuxième, donc mon bébé Abraham, elle me dit, il faut que tu sois allaité le plus possible. Et moi, de dire à mon médecin, bonjour, docteur Monceau, ben non, je peux pas, là. Elle dit, non, tu n'as pas le choix, sinon tu vas le perdre. Alors, je dis, laissez-moi encore 2 semaines à Québec, là, le temps que je termine mes dossiers. Puis c'est vraiment ça que j'ai fait. J'ai terminé mes dossiers. Puis après ça, je suis restée à Montréal le plus possible. Puis j'ai accouché d'un bébé prématuré qui a passé 5 jours aux soins, aux très bons soins d'ailleurs de l'hôpital Sainte-Justine. Puis merci à toute l'équipe. Mais je rentrais à l'hôpital seule. Mon mari est à Québec, puis lui, il prend le train. Je le laisse faire mon train. Puis c'est André Fortin qui a lancé les clés, retourne à Montréal, il est arrivé au moment que j'accouchais. Puis... Ça, c'était intéressant parce que, bon, ton bébé est arrivé prématurément, c'était pas prévu. Ton mari, ben il s'en va travailler. Mais là, finalement, toi, tu arrives à l'hôpital, il est à Québec. Puis c'est ce que tu viens de dire, il est parti en train, donc il ne pouvait pas revenir comme ça à Montréal. C'est un de ses collègues qui lui a dit « Prends mon char ». Exactement. André Fortin lui a pitché, il a lancé les clés en pleine période de questions. Puis il est parti. Le Greg était le matin en train de faire le point de presse là, pour notre formation politique. Puis quelques heures plus tard, il était rendu avec moi au CHU Sainte-Justine. Puis ça a vraiment été littéralement un travail d'équipe. Et c'est les autres collègues, Brigitte Garceau, Michel Sitt-Lacoué, Lise Pratt puis Désirée, qui ont ramené André Fortin jusqu'à l'hôpital Sainte-Justine pour venir prendre son auto. Quelle histoire. Donc là, tu disais, cette conversation-là avec ton médecin a eu un effet sur la décision que tu as prise de te retirer en politique. Tu disais, il y a 2 événements. Il y a celui-là, puis c'est quoi l'autre? Ouais. Tous les lundis, quand je prenais le train pour aller à Québec, je disais bye à Greg et à mes 2 enfants. Les 2 pleuraient. Bien, surtout Gabriel pleurait. Puis moi, j'entrais dans le train, puis j'essaie de ne pas pleurer devant eux. Puis là, dans le train, ça n'a pas de bon sens. Puis là, mais moi, j'en revenais le jeudi soir, vers 11h le soir, ou sinon le vendredi en après-midi. Donc, il y avait 4 jours que je n'étais pas à la maison. Alors, j'avais l'impression d'être une étrangère par rapport à mes enfants. Puis je me disais, non, c'est pas vrai que je vais être une mère à temps partiel. Et c'est le sentiment qui m'habitait. J'avais vraiment le sentiment d'être une mère à temps partiel. Puis, quand j'ai fait tout mon dossier sur la réussite des garçons, en fait, la sous-scolarisation des garçons, je me suis dit, je ne peux pas manquer leur primaire et leur secondaire. En 2026, Gabriel rentre à l'école primaire. Donc, je veux être présente. Je ne veux pas manquer toutes ces premières fois qui ne reviendront jamais, c'est-à-dire la première fois qu'il va franchir le pas de l'école, la première fois qu'il va faire un spectacle à l'école. Je veux être présente. Comme ma mère était là pour mes matchs de basketball, moi, je veux être la mère qui crie trop fort. Mais là, il y a quelques mois de ça, tu as annoncé ta décision à laquelle tu réfléchissais depuis déjà un certain moment. Là, tu as du temps pour penser. Mm-hmm. Tu es à la maison. Est-ce que tu commences à avoir le vertige en lien avec... Non? Non, parce que j'ai pas le temps. Oh non, je suis une fille. Moi, je suis vraiment occupée. Là, je vais mettre à jour mon livre en fiscalité canadienne avec Jean-Pierre Vidal des HEC. Et je travaille avec une femme fantastique, Flavie Payette-Renouf, la réalisatrice. Et on est en train de faire un documentaire qui va être diffusé à l'automne prochain sur la sous-scolarisation des garçons. On a 12 journées de tournage. Alors, non, ça nous tient pas mal occupés, ce documentaire. C'est un enjeu vraiment, vraiment important. La voix que vous entendez, c'est celle de Marois Risky, femme politicienne, fiscaliste, avocate. On passe l'heure ensemble. Si vous avez un mot ou une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. À tout de suite. On passe l'heure en compagnie de Marois Risky, politicienne aussi, avocate fiscaliste. Si vous avez un mot, une question pour elle, écrivez-nous dans la messagerie 98985. Il y en a déjà beaucoup, Marois, des messages à ton endroit. Je pense qu'il y en a certains qui vont vraiment te faire plaisir, dont celui-ci. Je ne suis pas libérale, mais cette femme va me manquer. Oh, toujours merci. Pertinente. Tu vois, quand je disais, j'ai l'impression que quand tu as annoncé ton départ en octobre, il y a eu beaucoup de personnes déçues, peu importe leurs allégeances politiques. Je trouve que ça témoigne de ça, ce commentaire-là. Il y a quelque chose que tu as qui attire, qui intéresse les citoyens, les Québécois. J'en ai un autre. J'adore le rire de Marois. Mais je pense qu'il y a une seule personne au Québec qui n'aime pas mon rire. Qui ça? La fois que j'ai ri par rapport à une candidature. Ah!
Un autre, oui, c'est vrai. Eh là là. OK. Je n'ai jamais voté libéral, mais je ferai confiance à Marois, car elle parle honnêtement, selon ma perception. C'est Martin qui écrit ce message-là. Oh, Justement, merci, Martin. je veux qu'on revienne sur ton parcours. Tu es avocate de formation. Pourquoi tu as choisi ce domaine-là? Oh mon Dieu, c'est vraiment... En fait, je ne vais même pas à l'université, je vais devenir actrice. Puis ma mère, malheureusement, n'a jamais eu la chance d'aller à l'école. Donc, elle, non, elle me dit, tu t'en vas à l'université. Puis il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait. Je me suis dit, je vais m'inscrire en droit. je peux faire n'importe quoi avec un bac en droit au moins. Puis je m'ennuyais pour m'en confesser en droit. Donc, j'étais en droit MBA. Donc, j'avais 9 cours par session. Et honnêtement, j'avais le temps de jouer au basket, je m'amusais dans plein de trucs, mais seulement rendu dans mon cours de fiscalité, là, j'ai vraiment eu un coup de foudre pour la fiscalité. Alors, j'allais après ça aux États-Unis, j'ai fait ma maîtrise là-bas, mon doctorat aussi en fiscalité. Puis ça a toujours été ça. La fiscalité, ça a été ma bougie d'allumage. Mais aujourd'hui, tu vois, j'apprécie vraiment mon baccalauréat en droit puis d'être avocate. Puis, j'ai parti une clinique juridique dans mon bureau de comté avec la clinique juridique Saint-Michel. Et ça m'aide dans ma fonction de députée. Ouais. Parce que souvent, les gens viennent, ils ont des questions, puis finalement, tu te rends compte que non, qu'est-ce qu'ils ont vraiment besoin, c'est de conseils juridiques. Mais ils n'ont pas nécessairement les moyens de se payer un avocat, mais ils tombent entre les filets. Entre deux chaises. Oui, parce que l'aide juridique, pour être qualifié, il faut que ton salaire soit tellement bas que finalement, tu n'as presque jamais droit. Puis, il y a quelques sujets qui sont couverts par l'aide juridique. Alors, nous, ce service-là a été offert désormais à mon bureau de comté et c'est ultra apprécié par les citoyens. Là, tu as dit que tu voulais être actrice. Oui. Moi, ça, j'avais jamais entendu ça. D'abord, pourquoi? Mais t'étais... Parce que je faisais de l'art dramatique dès le secondaire, puis moi, le théâtre, j'ai toujours aimé ça. Puis à ce jour, là, moi, le théâtre, j'apprécie les planches quand j'embarquais sur le théâtre. Mais probablement parce que, tu sais, moi, je viens vraiment d'un milieu pauvre et tout. Alors, être sur les planches, t'es quelqu'un d'autre. Puis, tu as le droit de rêver grand. Il y a de la magie. Quand les rideaux se lèvent, voilà, tu peux aussi, je faisais de l'humour aussi, alors je peux faire rire mon public. Puis, rien de plus gratifiant que immédiatement les spectateurs devant toi qui rient aux éclats. Alors moi, j'ai eu ça dès le secondaire, j'ai continué après ça au cégep. Puis finalement, mais le problème, c'est que j'étais vraiment bonne à l'école. Moi, j'ai toujours été une première de classe. Alors ma mère, c'était comme... Il faut l'exploiter, ça. Alors, ben c'est ça. On va à l'université. Alors, c'est ça que j'ai fait. J'étais à l'université, puis je me suis rendue au doctorat. Puis comment t'étais... quel genre d'adolescente? Quand justement, là, tu voulais devenir actrice? Parce qu'on te connaît avec beaucoup de caractère. Est-ce que c'est un toujours truc... eu. Si vous demandez à ceux qui étaient avec moi à l'école secondaire, puis vous dites, t'as tellement pas changé, t'es restée exactement la même. Évidemment, j'étais la représentante de classe, la présidente de l'école, puis oui, les revendications. Ma première revendication, j'étais en secondaire 1, puis on voulait avoir le droit de vote au conseil d'établissement. Donc, on a manifesté devant les bureaux de la CSSDN, puis on l'a obtenu, ce droit de vote-là, finalement, en 2001. Puis, non, j'ai toujours été très impliquée. Puis, moi, je suis une joueuse de basket, puis je suis encore. Alors, je sais pas, mais je faisais plein de trucs, probablement parce que je voulais pas être à la maison, il n'y avait rien à faire chez nous. Alors, je préférais toujours être occupée au maximum, donc impliquée dans tout ce qui était possible de s'impliquer. Donc, oui, du théâtre, mais aussi du basket. Donc, vraiment deux affaires complètement différentes. Puis, ça vient d'où, ce côté-là, revendicatrice, très, très jeune? Parce que tu dis secondaire 1, j'ai toujours été là à vouloir me battre d'une certaine manière. Bien, probablement parce que moi, j'ai eu des abus, puis j'en ai déjà parlé ouvertement par rapport à mon père qui me battait. Alors, j'ai toujours été une personne qui était capable de se tenir debout. Puis le sentiment d'injustice, je l'ai eu très tôt, enfant, dès l'âge de 4 ans. Alors, j'ai toujours eu cette capacité de voir le bien du mal, distinguer les bonnes personnes des mauvaises personnes, mais aussi de oser parler, même si je mangeais des coups. Mais serais-tu à l'aise de nous dire un peu, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis l'âge de 4 ans. Mais mon père, c'était un homme très violent, donc c'est sûr que okay. Ça a eu des blessures assez importantes. Puis aujourd'hui, mon père est décédé. Puis j'ai l'impression qu'une fois qu'il est décédé, c'est comme si j'avais... ce dossier-là était enterré avec lui dans ma vie. C'est, je dirais, un chapitre de ma vie que j'ai tourné la page. Je dirais pas que j'ai pardonné, mais puis j'ai pas non plus oublié, mais j'ai passé un autre appel. Dans ce côté comme moi, malheureusement, j'ai mangé plus de coups que de câlins de sa part, mais heureusement, j'ai une mère extraordinaire qui a tout fait pour me protéger. Puis elle l'amour, elle t'en donne à profusion. Là. Donc, j'ai vraiment eu 2 parents très aux antipodes. Alors, mais tu sais, aujourd'hui,
tu vois, je pense que ça m'aide beaucoup comme humaine, dans le sens que moi, quand les gens me parlent de violence conjugale, bien, je sais quoi, un homme qui bat sa femme ou qui bat ses enfants. Quand les gens me parlent de déficience intellectuelle, ma grande sœur a une déficience intellectuelle. Alors, tout ça, je crois que ça m'a préparé à la vie d'adulte que je suis, que je vis présentement, parce que quand les gens me disent « Est-ce que tu comprends ma situation? » Dans mon cas, oui, je la comprends vraiment, votre situation. Est-ce que toute cette expérience de vie-là, qui est assez intense, là, à t'entendre parler, on ne s'imagine pas ça? Non, quand on te parce que voit. moi, j'ai le bonheur facile. Pour vrai, j'ai toujours été comme ça. J'ai une joie de vivre qui m'a toujours habitée. Puis, oui, je suis une battante, puis je me bats pour les autres. Puis, j'ai toujours été la grande gueule. Que voulez-vous? Mais comment tu fais justement pour arriver à avoir cette joie de vivre-là, aller chercher ça malgré justement tout ce que tu as vécu? Parce que tu aurais pu, puis ça aurait été tout à fait correct, avoir un autre genre de façon de voir la vie, là. Bien, je suis ultra positive dans le sens que je crois que tout finit par se placer puis que la vie, c'est une loi normale. Donc, tôt ou tard, tu vas peut-être avoir des creux de vague, mais inquiète-toi pas, la bonne vague va s'en venir puis ça va bien aller. Mais évidemment, j'ai travaillé toute ma vie. Puis ça, c'est quelque chose que ma mère m'a toujours inculqué, le travail. Peu importe d'où tu viens, t'es pas condamné à rester dans ta petite case. Faut que tu te donnes évidemment les moyens. Puis on a toujours dit, si tu peux pas finir comme moi, Marois, ben va à l'école. Aie cette chance-là. Puis c'est drôle parce que j'ai l'impression que ma mère a vécu tous mes diplômes à travers... mes diplômes, ce sont les... D'ailleurs, elle m'a déjà dit, Marois, tes diplômes, ce sont les miens. J'ai travaillé fort pour que tu les aies, puis c'est vrai. C'est beau. Ben, moi, très tôt, j'ai compris que pour m'en sortir, puis pas vivre le cycle de la pauvreté, mais fallait que j'aille à l'école, fallait que je sois bonne. Puis les gens m'ont déjà dit, mais tantôt, tu posais la question, pourquoi le droit? Puis ma mère m'a déjà répondu, c'est que quand tu écoutais plus jeune Ali McBeal, puis elle s'habillait bien, tu voulais bien t'habiller, t'es devenue avocate. Puis, est-ce que c'est cette expérience de vie-là aussi qui t'a mené vers la politique? Non, pas du tout. En fait, j'étais même... La politique, je pensais même pas, Marie-Ève, là, pas du tout. Il n'y a personne dans ma famille qui est politisée. Ma mère, la première fois qu'elle a voté pour moi, Marie-Ève. Alors, c'est même pas des farces. Ah, oui, vraiment. J'écrivais sur les paradis fiscaux, j'écrivais des lettres ouvertes pour que les gens du web payent leurs impôts, parce qu'il faut savoir que tous les placements publicitaires que les gens font sur les Meta, Facebook, Google, mais cet argent-là n'est pas imposé, nulle part. Et pourtant, ce sont des milliards de dollars en revenus qui tirent du Québec et du Canada, pas une scène d'impôts. Alors que tous nos médias sont en train de se mourir, eux, ils payent des impôts, là, nos médias. Alors, j'écrivais, puis un jour, Joël Lightbourn, avec qui j'ai travaillé dans un grand bureau d'avocat chez Fasken, m'a déjà dit, tu sais, Marois, tout ce que tu écris, c'est le fun, mais... Ça va rien donner. C'est ça. Votant en politique, tu veux les changer les dirais, choses. là, mais... Ben c'est ça. Alors, j'ai décidé de me lancer à l'époque au fédéral. Puis, j'ai pas gagné mes élections, mais 500 voix, c'est pas rien. Oui, il y avait même eu un dépouillement judiciaire à la suite. Oui, un dépouillement judiciaire. Puis, finalement, je me suis retrouvée en politique avec le Parti libéral du Québec, avec qui, d'ailleurs, j'avais été à la commission jeunesse quand j'étais plus jeune à la faculté de droit. C'est là que mes amis m'avaient recrutée. Puis, je suis même pas été porte-parole en matière de finances, là. Je suis devenue porte-parole en matière d'éducation. Puis la première fois qu'on m'a donné ce dossier-là, je dis, mais pourquoi éducation? C'est comme, je suis fiscaliste. Je pourrais parler d'économie, de finances. Puis on m'a dit, non, ça va être éducation. Alors là, je connaissais pas grand-chose. Alors, je suis allée dans une école, faire du remplacement pour vraiment comprendre le domaine de l'éducation. Parce que même si t'es prof à l'université, désolée, mais ça n'a rien à voir, professeur d'université à la maîtrise versus être prof dans une classe de 5e année. Moi, après une semaine, j'ai été brûlée complètement. Je suis embarquée dans mon auto. Je disais, OK, j'étais étourdie, là, parce que t'as beau avoir 22 enfants devant toi, puis qui sont juste des classes de 5e année, là, ça va vite. Et là, c'est étourdissant. Là. Pendant que tu gères un, l'autre est en train de faire ci. Puis là, tu remarques qu'il y a quelqu'un qui est perdu, qui ne sait pas, qui a besoin d'aide, qui a besoin d'attention, mais tu ne peux pas te diviser en 5. Là. Alors, c'est vraiment énorme ce qui se passe en ce moment dans nos écoles. Là. Et j'ai une pensée pour ma mère qui a fait, et beaucoup de membres de ma famille, toute leur carrière dans le domaine de l'éducation au primaire. Mm-hmm. Je suis fascinée aussi par cet environnement-là. Allô, maman? Marois Risky, on passe l'heure ensemble. Avocate, fiscaliste, aussi femme politique. Un mot, une question pour elle. Vous en avez beaucoup jusqu'à maintenant, mais vous pouvez continuer à nous écrire dans la messagerie 98985. Après la pause, je sais que tu es une auditrice de l'émission, même que des fois, tu nous appelles. Tu sais qu'il y a des surprises dans mes longues entrevues. Ben, tu feras pas exception à ça. On en a une pour toi aussi. À tout de suite.
Notre entrevue de la semaine, c'est avec Marois Risky, femme politique, avocate, fiscaliste. Il y a beaucoup de messages pour toi. Je vais t'en lire quelques-uns, OK? Avant ma surprise. D'accord. Quelle femme inspirante. Elle est passionnée. Je voudrais être son amie. Beaucoup de personnes. Je vous remercie pour votre travail, Madame Risky. Vous allez me manquer. Il y en a un autre. J'adore cette femme. Elle est un parfait exemple pour toutes les femmes. Je suis vraiment triste, par contre, qu'elle quitte la politique puisqu'il manque beaucoup de gens aussi passionnés qu'elle pour travailler dans les intérêts des contribuables. Mais je comprends parfaitement son choix. Je lui souhaite tout le bonheur. Je nous souhaite son retour un jour. J'en lis 2 autres, OK? Marois, vous êtes admirable, un modèle extraordinaire pour nos jeunes filles. Oh. Ma fille de 13 ans vous aime beaucoup. Elle est attirée par la politique grâce à vous. Et un autre, une femme très inspirante, super beau modèle pour ma fille de 16 ans. Wow! Oh, honnêtement, là, vraiment, merci. Merci à tous de prendre le temps, d'écrire. Là. Puis, ça me touche tellement, là, surtout pour les jeunes filles. Puis, Marie-Ève, tu sais, quand j'ai quitté, quand j'ai annoncé mon départ, j'ai eu peur aussi que je me suis posé la question, quel message que j'envoie aux jeunes filles? Puis, si je peux me permettre, on peut tout avoir. Pas nécessairement en même temps, mais peut tout avoir. Puis, même si je prends un recul de la vie politique, mon engagement, là, il va être différent. Il sera toujours sincère, mais vous, les jeunes filles, foncez. Puis, qui ne tente rien n'a rien. Gardez ça en tête. J'ai parlé d'une surprise. En fait, dans le contexte de mes entrevues, je discute toujours avec quelqu'un de votre entourage. Oh. Là, tu connais ce que je fais, là, ma pratique, parce que tu es vraiment une auditrice. Une vraie Est-ce de que tu vraie. as une idée d'à qui j'ai pu parler? Fred Labelle. Frédéric Labelle, notre collègue. Pourquoi ça? On a travaillé ensemble sur la colline parlementaire et j'ai eu un plaisir fou à travailler avec lui. On Je dirais l'adore. moi, je l'aime d'amour, là, donc Fred. Et c'est une personne que, des fois, genre, je peux texter une image, il va tout de suite comprendre. Alors, ouais, d'après moi, c'est lui. J'ai demandé à cette personne, c'est comment te côtoyer. Dès qu'on s'est rencontrés, moi, j'ai tout de suite aimé sa personnalité à Marois parce que c'est vraiment une femme qui est dans la sororité, premièrement, donc qui aime ça, élever les autres femmes autour d'elle. Puis j'ai tout de suite remarqué qu'elle n'était pas dans la jalousie ou dans l'envie, que c'était vraiment quelqu'un qui aimait ça, avoir aussi des femmes fortes autour d'elle. Donc, je pense qu'on s'est un peu reconnus l'une dans l'autre assez rapidement. Moi, Marois m'inspire beaucoup à défoncer des barrières que des fois je me mets. Tu sais, je trouve qu'elle est très courageuse. Des fois, moi, je vais comme avoir un peu d'hésitation, de doute. Puis quand elle me parle, elle est comme, ben non, vas-y, tu sais, let's go, on fait ça. Tu sais, je pense que c'est quelqu'un qui défonce des plafonds de verre. Puis moi, j'ai besoin de femmes comme ça inspirantes autour de moi parce que ça me pousse vraiment à m'améliorer puis à prendre des risques. Donc, pour moi, Marois, c'est quelqu'un qui prend beaucoup de risques. Puis j'admire vraiment ça chez elle. Wow! Oh mon Dieu, Laurence! C'est Laurence Nerbonne, chanteuse, artiste aussi. Attends, Marie-Ève. Et joueuse de basket. Et joueuse de Parce basket. qu'on s'est rencontrés avec Julie Saint-Pierre, et Laurence et moi sur un court de basket lorsqu'il y a eu la première édition de tournoi de basket. On était la seule équipe de filles, 3 contre 3, puis on s'est rentrés, on est allé en finale, puis on a perdu contre les garçons avec un seul point, je tiens à le souligner. Puis, vraiment, une joueuse de basket, et peut-être, tu le dis, artiste peintre. C'est ça que j'allais dire. Là, je vais me corriger parce qu'un chanteur, c'est un artiste, là, déjà. Donc, je vais dire chanteuse et peintre aussi. Oui. Artiste peintre. Et moi, j'ai acheté 2 toiles extraordinaires de Laurence, mais il y a une histoire sur la deuxième acquisition. Ben là, veux-tu qu'elle nous la raconte, Oui. l'histoire? Ah ouais. OK, on y va. Juste avant d'accoucher ou juste après, c'est fou, là. Elle m'appelait pour réserver une toile parce qu'elle voulait vraiment l'acheter. Puis j'étais comme, mon Dieu, qui fait ça dans la vie, comme qui vient d'accoucher puis qui est déjà en train de faire de la business. Puis j'avais trouvé ça tellement hot. J'étais comme, il y a bien juste Marois qui me faire ça. Puis c'est ça que je trouve vraiment admirable chez elle, c'est que c'est comme une superwoman. Fait que c'est un truc très drôle qu'on se rappelle des fois qu'être en train de réserver une toile tout en accouchant, Marois Risky, il y a juste elle qui fait ce genre d'affaires. C'est un beau souvenir. Ben, en fait, c'est que la toile s'appelle Capitaine et c'est Kim Lizotte. Autrice, oui, humoriste avec un aussi. regard percutant. Et je trouvais que le titre Capitaine, en tout cas, moi, cette toile, en fait,
quand tu achètes ta toile, c'est ce qu'il faut qu'elle te parle. Moi, elle me parlait, puis il y avait une soirée, le vernissage. J'avais dit à Laurence Nerbonne, je vais venir sauf si j'accouche. Et cette journée, j'entre à l'hôpital pour accoucher. Alors, on me donne l'épidurale, littéralement. Puis je dis, écoute, il faut que je prévienne Laurence que je ne pourrais pas être là. J'écoute, Laurence, je ne pourrais pas être là, mais cette toile-là, je la prends. Donne-moi le contact de la gérante parce que c'est elle que je veux et je la veux absolument. Et je voulais m'assurer parce que je me suis dit, si le chum de Kim voit la toile, il va vouloir lui aussi l'acheter. Alors, j'ai tout ça dans ma tête. Je dis, il faut que je sois la première à l'acheter. T'es à l'hôpital, la péridurale. Il faut que je gère ma toile de Laurence alors, je l'ai Nerbonne. gérée, c'était réglé. Et après ça, j'ai accouché. Il y a quelque chose qu'elle a dit qui a attiré mon attention. Elle a dit, Marois, c'est une femme qui n'est pas en compétition avec les autres femmes. La raison pour laquelle ça m'a accrochée, c'est qu'on est difficile entre nous, les femmes, puis c'est quelque chose qui ressort de ta personnalité qu'elle a pris la peine de mentionner. Oui. Pourquoi tu j'ai as toujours été cette comme sensibilité-là? Ouais. Ben, je sais pas, peut-être que... j'allais dans une école de filles, Marguerite de la Chemeraye, qu'aujourd'hui, tu es rendue une école mixte, mais à l'époque, c'était uniquement des filles. Puis je pense qu'on s'est toujours tenus ensemble. Puis à faculté de droit, tu sais que ça peut être très compétitif, mais moi, pourquoi je m'ennuyais? Ben, j'avais quand même une excellente moyenne, là. Mais je donnais des cours de rattrapage dans mes propres cours parce que j'avais des enseignants qui étaient bien gentils, là, mais honnêtement, que la pédagogie, c'était pas leur force. Alors, plusieurs de mes amis disaient « Oh mon Dieu, je vais couler ce cours-là. » Je dis « Ben non, je vais faire des cours de révision. » Mais ce qui devait être 1 ou 2 étudiants est devenu 4-5 la veille. Ben voyons! Ah oui, la veille d'un examen à 8h30 le matin. Moi, la veille, je donnais des cours de récupération pour passer l'examen jusqu'à 11h le soir. Puis, une de mes amies qui est avocate, Nathalie, elle venait, elle dit « Marois, je vais couler. » Je dis « Nathalie, je te garantis que tu vas avoir un B+ ou un A-. Puis, avec mes cours de révision, puis c'est ça qu'elle avait. Alors, puis mes amis à l'école du barreau, la même chose. Puis, à un moment donné, quelqu'un m'a dit « Mais Marois, ça va pas affecter, t'as pas peur d'affecter ta moyenne? » Je dis « Ben non, j'ai déjà A+. Qu'est-ce que je vais avoir? A++? Ça va rien changer, là. » Alors, puis... Ce que je lis dans ce que tu dis aussi, c'est que tu es sûr de toi, tu es sûr de ce que tu accomplis, puis que les personnes autour de toi, au contraire de représenter une menace, peuvent t'aider à toi aussi t'élever. Comprends-tu ce que je veux dire? Cette attitude-là, je trouve que c'est typique chez les personnes qui savent ce qu'elles valent. Oui. Je l'ai vu, j'ai travaillé avec Marie-Maud Denis, qui est journaliste enquête à Radio-Canada. Et que je connais très bien pour avoir travaillé avec elle. Elle a ce même trait-là. J'avais été stagiaire, je me souviens avec elle, elle était toute jeune, puis tout de suite, j'ai vu, je dis, OK, elle est là, elle élève les autres autour d'elle, elle ne se sent pas menacée parce qu'elle sait ce qu'elle vaut aussi. Mm-hmm. Pourquoi ne pas encourager les autres autour? Absolument. C'est vraiment un beau trait de la vie personnalité, est assez ça. difficile. Alors moi, je me dis, si tu peux aider le monde, puis j'ai été très chanceuse. Comme professeur, j'ai eu des étudiants incroyables, mais ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand je vois mes étudiants où est-ce qu'ils sont rendus puis qu'ils me contactent encore. Dernièrement, j'en avais une qui n'aimait pas dans le bureau où est-ce qu'elle œuvrait. Je dis, mais pourquoi tu restes? Je dis, veux-tu que je fasse 2-3 appels? Tu vas aller ailleurs? Puis finalement, je dis, moi, d'après moi, ton type de personnalité, tu devrais être dans tel bureau. Puis finalement, ça a été parfait. L'appel a été fait, puis maintenant, elle est heureuse à tel endroit. J'en ai une autre qui, finalement, changement de carrière, qui était excellente. Mais ça, plus elle était excellente en droit, mais elle ne se sentait pas épanouie. Puis aujourd'hui, elle vient de terminer sa médecine. C'est incroyable comme histoire, là. Mais moi, de voir encore le parcours de mes étudiants, puis qui m'écrivent pour me dire où est-ce qu'ils sont rendus, c'est ce qui me fait le plus plaisir. Puis quand ils ont besoin d'une lettre de référence, ils savent, là, je n'ai pas de problème, je t'écris ça pour ta lettre de référence. Marois Risky, l'émission achève. On s'en va à une pause. Au retour, on termine notre discussion. J'ai une autre surprise pour toi. Ouh! Ouais. Restez là. Je pense que là, puis je peux dire déjà la question que j'ai posée c'est un autre invité. Une chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. Oh! Oui, vraiment, tout de suite. Et cette semaine, c'est au tour de Marois Risky, femme politique, avocate, aussi fiscaliste. Je vais lire quand même quelques-uns des commentaires. Je ne pourrais pas tous les lire, Marois. On pourra te les donner par la suite si tu veux les lire, là, parce que nos auditeurs ont pris vraiment le temps de partager avec nous plusieurs mots. Là. Un auditeur nous écrit « Moi, mon plus grand souhait, c'est de prendre un café avec cette dame un jour. Oh. » Je pense qu'il y aurait un line-up si t'inscrivais une journée de rencontre comme ça. Un autre « J'écouterais Marois parler pendant
pendant des heures. Elle inspire confiance. Je ne suis pas libérale, mais je voterai les yeux fermés pour elle parce qu'elle s'investit avec cœur dans tous ses dossiers. Ça se sent. Bravo, Marois, pour ton parcours. Prends bien soin de toi et de ta petite famille et je suis sûre qu'elle gardera un œil sur la politique et sur les sujets d'actualité. J'ai beaucoup d'admiration pour elle et ça prendrait plus de femmes comme elle, d'autres femmes tellement... on est tellement fiers. C'est de la part d'une femme tellement fière. C'est signé comme ça. Alors voilà, il y en a des dizaines dans ce sens-là. J'ai discuté avec quelqu'un d'autre de ton entourage. J'ai demandé à cette personne qu'est-ce que tu représentes pour elle. Ma vie, Marois représente tout. J'aime Marois avec tout mon cœur. Puis honnêtement, j'étais tellement chanceuse qu'elle a décidé de me marier quand au milieu de la pandémie. Mais honnêtement, Marois est toute ma vie, puis j'aime tellement. Oh, mon amoureux. C'est ton amoureux, oui, avec qui on a discuté. J'ai dit, il est sorti comme ça, mais c'est ma vie. Sa réponse a été spontanée. J'ai dit, qu'est-ce qu'elle représente pour vous dans votre vie, Greg? C'est Grégory Kelly. Ma vie, ça a été instantané. Vraiment instantané. Puis c'était intéressant parce que, sais-tu, Marois, quand est-ce qu'on s'est parlé? Hier après-midi, 2h. T'étais en train de faire la sieste. Non, j'essayais de faire la sieste de Gabriel. Est-ce que tu nous as entendus? Bon, là, je suis montée parce que j'ai réussi à coucher Gabriel. Alors, je monte en haut, puis il me fait comme ça. Là, je dis, OK, parce que je dis, tu parlais avec qui? Ah, un cas compté. Comme un cas de citoyen. Est-ce que tu t'es douté que c'était peut-être moi? Non, parce que Greg mange jamais. Alors, il m'a menti. Mais pour une bonne cause, c'est pardonné. Bon, j'en ai profité pour lui demander une chose qu'on ne sait pas de toi, qu'on devrait savoir. As-tu une idée? Aucune idée, parce que justement, un livre ouvert. Moi, j'ai été surprise. On y va. Elle aime vraiment comme des émissions avec les agents immobiliers comme de Californie. J'ai essayé de rappeler les noms, mais c'est comme un petit peu ces types de Desperate Housewives, des trucs comme ça. Puis elle adore d'écouter ces types d'émissions comme ça. Puis une autre chose aussi, c'est des documentaires sur des meurtres qui étaient faits. Elle aime essayer de décortiquer qu'est-ce qui a passé, puis de trouver qui est coupable de le crime. Alors peut-être que c'est deux choses que les gens ne savent pas. Alors, la série, c'est Selling Sunset, si je me trompe pas. Oui. Alors, t'es fan de cette série? Ben, en fait, oui. Et aussi toutes les autres qu'ils ont faites, le Selling the OC, donc vraiment, le drama autour de la vente d'une maison, parce qu'au fond, on chicane dans des maisons de 25 millions de dollars. Puis je trouve ça fascinant comment c'est tout surfait. Mais tu sais, c'est le style d'émission que tu peux écouter puis mettre ton cerveau complètement sur pause. Parce que tu n'as pas besoin de réfléchir. Alors, attends, j'ai vraiment besoin là, d'avoir une pause mentale. Tu mets ça. Puis c'est quand même hilarant. Là. Ils sont tous habillés en tenue de luxe. Puis là, tu te dis, ça n'a pas de bon sens comment c'est tout artificiel. Mais moi, c'est mon plaisir coupable. Et l'autre que c'est pas mon plaisir coupable, mais que je prends ça vraiment au sérieux, c'est vraiment les documentaires sur les meurtres qui sont pas résolus. Et moi, je me mets en mode, là, comme il faut trouver, là, c'est qui le coupable. Puis je suis quand même pas pire là-dedans. Puis je sais pas si tu as vu le milliardaire à Toronto qui est décédé de la compagnie pharmaceutique. Là, je veux dire son nom, puis ça m'échappe présentement. C'est quoi le nom de la série? Le propriétaire de Apotex qui est décédé, puis qu'à ce jour, on n'a pas trouvé le coupable. Mais moi, j'ai ma théorie. Puis là, j'ai dit à Greg, il faudrait qu'on parle avec ton oncle, Mark Kelly de CBC, qui est l'équivalent de Marie-Maud Denis, mais au côté anglophone. Ben, ça se passe à Toronto. Mais moi, je suis convaincue d'avoir trouvé le coupable. Sérieusement? Oh, je suis très sérieuse. J'ai ma théorie, puis elle est béton, là. Mais j'ai pas envie d'avoir une poursuite pour diffamation. Alors, je t'en reparle en hors onde, mais je suis certaine à 100%. OK, 99% de ce que les personnes qui mais t'es vraiment en processus concret pour ça? Vraiment. Oh, oui, puis je prends des notes, puis j'ai refait le documentaire 2 fois, parce qu'à la première fois, j'étais sûre à 80%. Puis j'ai dit, non, Greg, il faut le refaire, ces 3 épisodes. Je le refais au complet. Je dis, non, c'est lui. Eh bien, je me garoche là-dessus. Puis je veux pas connaître ton hypothèse avant de la regarder. Oh, d'accord. Marois Risky, on te souhaite quoi pour l'avenir? Moi, honnêtement, vu que j'essaie de... Tantôt, je disais à Greg que je travaillais sur les coins pour peut-être avoir un 3e enfant. J'aimerais peut-être ça. Mais honnêtement, je suis comblée. Je suis vraiment bien. Tu sais, quand tu as l'impression d'être vraiment sur ton X, je suis bien. Alors, je me souhaite de conserver mes acquis, tout simplement. Je n'ai pas besoin de plus. Je suis vraiment... je vais avoir 40 ans au mois de mai.
Et quand tu n'as même plus besoin de demander quoi que ce soit parce que tu as vraiment l'impression d'avoir tout ce que tu as besoin, je suis bien. Alors, je souhaite en fait à tout le monde d'arriver sur leur X aux autres aussi. Puis as-tu une idée, parce que la politique, ça va être terminé en 2026, as-tu une idée de ce que tu vas faire? Tu es enseignante, est-ce que tu vas retourner enseigner? Ou tu as vraiment devant toi ces pages blanches, tu te laisses porter? Bien, là, vu que j'ai mon 40e le 17 mai, je me suis dit cet été, je vais réfléchir pour la suite pour moi. Parce que j'ai des options, mais je veux vraiment choisir quelque chose que c'est sûr à 100% que le soir, je suis capable de donner le bain et coucher mes enfants. Ça, c'est mon seul critère. Ah, c'est intéressant. On pourra réfléchir à qu'est-ce qui rentre dans ces critères-là. Marois Risky, ben moi, ce que je propose, c'est qu'après ton été de réflexion, on discute à nouveau pour voir comment ta réflexion cheminée. Merci beaucoup d'avoir partagé une heure avec nous. C'était vraiment, vraiment une belle rencontre. Nous, on s'arrête. C'est la commission qui suit. Demain, on aura Sœur Angèle au Boys Club. Soyez là, 10h.